Bonjour, ça me fait vraiment plaisir là, d'être avec vous ce midi pour parler justement de ce projet chouchou à moi, les Jardins du Bassin Louise. Donc, oui, moi parler, j'aime ça. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet car 20 minutes, c'est très peu dans mon cas. Donc, voilà. Juste pour que vous sachiez un peu qui je suis, Marie-André Asselin. Effectivement, là, je porte un double chapeau professionnel présentement. La raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui, c'est principalement dans le cadre de mes fonctions aux urbainculteurs. Je suis responsable horticole, formatrice et multitâche, oui, au sein de cet organisme-là. Donc, ça fait quand même depuis 2015 là, que je suis au sein des urbainculteurs. Je suis présentement l'employée la plus ancienne au sein de cet organisme-là. Donc, au fil des années, je vous dirais que j'ai fait à peu près toutes les tâches qu'on peut imaginer dans un OBNL. Donc, vous pourrez me poser des questions là, si vous voulez savoir plus tard. Mais aujourd'hui, principalement, ma tâche, c'est que je suis responsable de la production à notre ferme urbaine dont je vais vous parler prochainement, qui est sur l'ancien site du marché du Vieux-Port. Euh, Depuis mars, comme Éric a dit, j'ai aussi la responsabilité de porter un projet qui se nomme Québec Culteur. Donc ça, c'est issu d'une entente avec la Ville de Québec pour stimuler l'essor puis l'établissement de l'agriculture urbaine commerciale sur le territoire de la Ville de Québec. Donc, je ne sais pas c'est qui est ici exactement aujourd'hui, mais si vous portez un projet d'agriculture urbaine commerciale sur le territoire de la Ville de Québec ou si vous pensez développer un projet en agriculture urbaine, ben gênez-vous pas pour me contacter. Moi, ça me fait toujours plaisir de rencontrer puis d'aider des personnes en ce sens. Donc, moi, comme toute personne de ma génération, là, j'ai fait plusieurs études dans plusieurs domaines et j'ai eu plusieurs carrières avant d'aboutir à l'agriculture urbaine. Mais globalement, mes études les plus concrètement liées à mon domaine d'emploi, c'est un DEC en production horticole à l'ITA de la Pocatière. Donc, j'ai fait ça après une prise de conscience là, que j'avais besoin de changer de domaine. Puis, coudonc, c'est l'agriculture qui est venue vers moi. Puis, je suis très, très, très contente aujourd'hui que ça ait été ainsi. Le but de cette conférence pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler de ce projet-là, mais clairement, posez-moi des questions. Là, j'ai cru comprendre que ça allait être après ma présentation, mais moi, mon projet, je le connais par cœur. C'est moi qui l'ai fait avec mon équipe, c'est moi qui est là au quotidien, donc il n'y a plus vraiment de secret pour moi, mais moi, je ne sais pas exactement ce que vous recherchez. Fait que gênez-vous pas pour me poser des questions. Puis oui, le but derrière tout ça, c'est de vous inspirer parce que pour moi, c'est un projet qui est extrêmement porteur de sens. Puis je pense que ce serait le fun qu'il y ait ce type de ferme urbaine-là ailleurs au Québec. Donc, voilà, je me lance. Avant tout, il faut que je vous présente quand même un peu l'organisme pour lequel je travaille. On est un organisme en but non lucratif en économie sociale. On existe depuis 2009 quand même, donc on n'est pas les premiers au Québec là, à travailler en agriculture urbaine, loin de là, mais je vous dirais qu'on est quand même dans les organismes là, précurseurs. Je vous ai mis notre mission car c'est quand même toujours là-dessus qu'on se ramène. Peu importe le projet qui nous est proposé, on va toujours vers notre mission pour savoir si ça répond vraiment aux besoins de l'organisme. Je vous la lis. Donc, les urbainculteurs, nous œuvrons à développer et promouvoir une agriculture urbaine productive, accessible et responsable au bénéfice des organisations et des individus afin d'améliorer nos milieux de vie, de favoriser une transition écologique et d'accroître la sécurité alimentaire. On a plusieurs services, ça aussi, je pourrais en parler très longtemps, mais globalement, on réalise des aménagements comestibles pour des entreprises, pour des organismes communautaires, pour des restaurants. Donc, il y a vraiment, on crée des potagers pour diverses entreprises. On a une boutique en ligne qui est spécialisée en produits de jardinage urbain. Depuis 2 ans maintenant, on a une formation en ligne spécifique pour le jardinage urbain. On a un podcast dans lequel vous pouvez entendre ma voix qui se nomme Mange Patate. Donc, c'est un podcast qui traite d'agriculture urbaine, d'agriculture, d'environnement en général. On a une centaine d'épisodes
Donc, si le sujet vous intéresse, c'est comme une belle façon là, de plonger dans cet univers-là. Puis, depuis l'année dernière, à Québec, on porte le projet d'un centre éducatif en agriculture urbaine. Donc, un centre qui vise vraiment à démocratiser les agricultures urbaines là, de différentes manières par des stations un petit peu partout sur un site qui est le Grand Marché de Québec. Donc, voilà. Ferme urbaine, là où tout a commencé. Moi, quand j'ai commencé à travailler aux urbainculteurs en 2015, on cultivait un toit. Comme je vous ai dit, nous, on fait de la prestation de services, donc on est engagé par des entreprises pour réaliser des potagers comestibles, mais on avait un potager qui nous appartenait. Quand je parle de nous appartenir, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de transaction monétaire, on n'était pas engagé par un organisme pour le réaliser. C'était le projet des urbainculteurs. Puis ça, c'est le potager sur le toit de l'Aube-Rivière. Je ne sais pas si certains le connaissent, mais c'est les photos que vous voyez, c'est juste, je vous dirais peut-être la moitié de la superficie du toit qu'on occupait. Puis là-dessus, on faisait pousser toutes sortes de légumes, on recevait des gens, on donnait des animations, on avait des séances de bénévolat. L'Aube-Rivière, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un lieu de répit, en fait, pour des gens qui sont en situation d'itinérance ou qui ont des problèmes de toxicomanie. Donc, il y a une cuisine au rez-de-chaussée où il y a des repas qui sont servis 3 fois par jour. Évidemment, il fonctionne de différentes manières pour s'approvisionner, mais nous, l'entièreté de ce qui était produit sur ce toit-là, on faisait seulement descendre les marches et on le donnait aux cuisines de l'Aube-Rivière. Pour nous, aux urbainculteurs, c'était vraiment important. C'était notre projet social. On avait un impact concret, direct sur notre communauté, sur les populations. Donc, c'est quelque chose qui était vraiment important pour l'équipe, je vous dirais même primordial. Les locaux de l'Aube-Rivière, pour ceux qui sont de Québec, étaient désuets. Donc, ils sont déménagés. Il y a une nouvelle bâtisse là, qui a été construite et ils ont déménagé il y a quelques années. Ce qui fait qu'en 2016, du jour au lendemain ou presque, il a fallu démonter complètement ce jardin-là. Ça a été très brise-cœur, ça a été rapide et difficile, je vous dirais. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, on a continué puis on est allé de l'avant. Mais ça a créé un vide vraiment dans l'équipe parce que ce projet-là n'existait plus, puis c'était vraiment un projet qui rassemblait les gens puis qui nous inspirait. Donc, en 2017, on a fait une planification stratégique, je m'excuse, pour voir vers où on voulait s'en aller en tant qu'organisme. Puis, une des choses qui est ressortie à maintes fois, c'est comment faire plus de sens, puis comment avoir plus d'impact. Donc, clairement, le projet de l'Aube-Rivière devait avoir une version 2.0, mais on ne savait pas exactement comment. Mais ça a été une volonté de l'équipe de faire ça. Après ça, on voulait augmenter la production parce que vous, ben, imaginez-vous, nous, on a plein de potagers un petit peu partout dans la ville de Québec, mais on n'avait pas un lieu où on pouvait vraiment faire une production maraîchère substantielle. Puis, on voulait aller vers ça, augmenter la production. Évidemment, on voulait être en ville. On s'appelle les urbainculteurs. C'est sûr qu'il faut être visible en milieu urbain. On voulait redonner à la communauté, puis avoir de l'impact et surtout impliquer des gens hors de l'organisme. Parce que c'est le fun d'être en équipe, de faire les choses ensemble, mais en même temps, on est dans une ville où il y a d'autres organismes, il y a d'autres citoyens qui veulent peut-être contribuer à un projet de la sorte. Donc, il fallait trouver un moyen de rassembler tout ça. Fait que là, en 2017, on sort avec ça, puis on se dit go, on repart, on essaie de créer une ferme urbaine. Donc, s'ensuit une recherche d'emplacement pour réaliser ce dit projet. Mais là, je ne sais pas si vous savez, mais des fois, trouver un endroit où cultiver en ville, ça peut être beaucoup plus difficile qu'il ne paraît. En fait, nous, on avait une personne quasi à temps plein qui recherchait des espaces non occupés.
Puis là, en ville, des fois, on peut voir des beaux grands espaces de gazon où il ne se passe rien. On peut voir des grands stationnements vacants où il n'y a pas eu de construction pendant des années, un immeuble qui est détruit, puis on se dit ça ferait un bel espace. Mais l'histoire, c'est que souvent, ils sont convoités. Il va y avoir une projection pour la construction, par exemple, de logements ou de condos. Le terrain appartient à quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé à avoir de l'agriculture urbaine sur son territoire ou le sol est tout simplement contaminé. Donc, je ne vous cacherai pas qu'on a beaucoup eu de recherche, de déception, de faux espoirs parce que fallait trouver les propriétaires, fallait voir si les sols étaient contaminés, voir s'il y avait un intérêt. Donc, ça a quand même été toute une aventure, trouver ça. Puis là, je vous ai mis là, un exemple très intéressant là, dans la ville de Québec, un grand là, terrain gazonné qu'on avait remarqué, puis on se disait, mon Dieu, faire une ferme urbaine là-dessus, ça serait absolument extraordinaire. C'est un terrain qui appartient à Hydro-Québec. Puis, on ne comprenait pas pourquoi il n'y avait personne là, qui avait de projet là. Bien, en grattant un peu puis en faisant des recherches, on a remarqué que dans le passé, il y a eu des usines à vocation industrielle et que le terrain était extrêmement contaminé. Donc, même faire de la production hors sol à ce moment-là ne semblait pas une avenue. Donc, voilà. Fait que si vous portez un projet là, à ce niveau-là, là, de toujours connaître l'historique du site et à qui il appartient, c'est vraiment primordial là, avant d'aller plus loin. Et puis là, pouf, comme par magie, mais pas comme par magie, là, par la force des choses, pour les gens qui ne sont pas de Québec, sachez que depuis 1987, il y avait le marché du Vieux-Port qui est situé sur le site du bassin Louise. Donc, c'est la bâtisse là, un peu en U déformé là, que vous voyez avec le toit vert. Depuis 1987, il y avait la coopérative des horticulteurs qui était sur place pour vendre différentes denrées. Mais là, le bâtiment s'en venait vieux. Puis, les horticulteurs ont décidé en groupe de quitter pour aller vers un nouvel endroit qui aujourd'hui est le Grand Marché de Québec. Donc, en 2018, destruction complète de ce lieu-là. Il ne reste qu'une dalle de béton. À Québec, ça a créé tout un émoi, extrême nostalgie de la perte d'un marché fermier en plein centre-ville. Certains voulaient des condos, certains voulaient un hôtel, d'autres voulaient un nouveau marché. Bref, ça a fait quand même un tollé, puis ça a suscité beaucoup d'émotions dans tous les sens. La réalité, c'est que là aussi, le sol est contaminé. Sous la dalle de béton, le sol est contaminé. Donc, de juste tout arracher puis construire quelque chose de nouveau, c'est pas possible. Il doit y avoir plusieurs étapes de décontamination avant. Mais là, nous, les urbainculteurs, on voit ça puis on dit, beau site, intéressant, centre-ville, dalle de béton, spécialité en maraîchage hors sol. Proposons un projet à la Ville de Québec. Donc, on a fait nos devoirs, on a travaillé fort au travers de maintes réunions et discussions. On a pu avoir accès à ce site-là qui ne nous appartient pas, je tiens à le préciser, et qui est temporaire. Là, vous voyez les guillemets, là, temporaire, c'est que moi-même, encore aujourd'hui, je ne peux pas vous donner un horizon de temps où on pourra occuper ce territoire-là. Puis ça, c'est une des caractéristiques de l'agriculture urbaine, de ne pas savoir combien de temps on peut être sur un site. Donc, oui, c'est un risque, mais on voulait tellement aller de l'avant, puis on trouvait que c'était un site absolument incroyable qu'on a décidé de tenter le coup. Et on a porté le projet carrément, qui se nomme les Jardins du bassin Louise. Je vous ai mis deux petites photos là, juste pour vous donner une idée. Des photos qui ont été prises cette année, mais ça n'a pas toujours eu de l'air de ça. Ça, c'est une photo aérienne de l'année dernière, je crois, du site. Si je vais trop vite sur les photos, là, vous me le direz. C'est juste que moi, je le vois quand même assez souvent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? C'est qu'on s'est créé une mission
Donc, la mission des Jardins du Bassin Louise, c'est de développer un lieu de démonstration en maraîchage urbain qui contribue à l'inclusion sociale et l'autonomie alimentaire au centre-ville de Québec. Donc, moi, je porte ça avec ma collègue qui s'appelle Claude-Marie. On a 2 titres. Moi, c'est tout ce qui est production. C'est moi qui décide de toutes les tâches. C'est moi qui crée l'horaire. S'il y a quelqu'un qui a une question, Marie, c'est la référence. Claude-Marie, c'est toute la structure d'implication citoyenne. Parce que c'est pas vrai qu'on va faire ce projet-là seul. Donc, Claude-Marie, c'est toute l'intégration des bénévoles, puis aussi de créer des partenariats avec des organismes communautaires là, en sécurité alimentaire. Évidemment, on a sur place des bacs de production, mais on a aussi des bacs pédagogiques parce que, vous le verrez, c'est un endroit public. Donc, quiconque passe peut venir à la ferme urbaine et circuler. Donc, si vous passez à Québec, vous pouvez aller marcher entre les bacs sans voler de légumes, s'il vous plaît. Puis, on accueille beaucoup d'organismes communautaires de différents horizons. Donc, on a des organismes avec des gens qui ont des problématiques de santé mentale. On a des gens qui font un retour à l'emploi. On a des organismes qui intègrent des nouveaux arrivants. Donc, tu sais, pour nous, le mot inclusion, c'est vraiment important. On a des personnes avec divers handicaps aussi, puis on pense que c'est un lieu où il faut vraiment regrouper la communauté, puis c'est super important. On fait beaucoup de sensibilisation à la population parce que vu qu'on est dans un endroit public, moi, je me dois de répondre et parler à tous les gens qui passent. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients, je vous dirais. Puis, on procède principalement par dons et vente de légumes. Puis ça, si vous avez des questions plus poussées là, à ce niveau-là pour les dons ou la vente, ben gênez-vous pas là, pour me poser des questions par la suite. Comment on fonctionne? Là, c'est ça, je me suis dit, je vais vous mettre des mesures si jamais c'est un projet que vous souhaitez réaliser. Donc, on est sur dalle de béton. Impossible d'enlever la dalle, on ne peut pas faire de la production plein sol. On a choisi le mélèze puisque c'est un bois qui est imputrescible, donc il ne va pas pourrir. Puis, on a créé des bacs de 3 pieds par 50 pieds de long qu'on a carrément posés au sol. Pour s'assurer qu'il y ait un bon drainage, on a mis de la pierre de rivière dans le fond. Puis, on a apposé un géotextile, puis on a rempli ça d'un terreau horticole qu'on amende année après année avec un vermicompost pour avoir une tentative de ramener une structure et de la vie dans ce sol-là. Donc, je gère 48 bacs comme ça, 48 bacs extérieurs ainsi que 6 bacs qui sont un petit peu plus petits dans la serre que nous avons. Vous l'avez vu là, sur les photos juste avant. Ça, c'est avant. Là, vous avez vu des photos au début. Là, ça, c'est la première journée. On est en 2020. C'est la pandémie. On doit commencer à installer ce jardin-là, puis c'est une dalle de béton. Vous pouvez même pas vous imaginer la chaleur qui émanait de ce sol-là, le vent qu'il y avait sur ce lieu-là. Vous voyez aussi devant, il y a plein de... Il y a j'allais dire du contreplaqué, mais c'est pas ça. Mon Dieu, je retrouve plus le nom. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de béton puis d'asphalte. C'est ça que je cherche à dire finalement, qui recouvrait tout le site. Donc, on a commencé tranquillement à transformer ce lieu-là en créant les bacs. Donc, c'est vraiment du travail d'équipe. On a travaillé fort beaucoup pour recréer ça. On a construit la ferme sur 3 ou 4 ans. Donc, on a commencé avec 12 bacs. On a augmenté année après année pour arriver à 48. On a créé différentes structures aussi, comme une salle de conditionnement. On a eu une subvention pour avoir une chambre froide. Donc, c'est vraiment un build-up qui s'est fait sur 4 ans. C'est vraiment aujourd'hui, là, c'est pas quelque chose qu'on a fait en une année. C'était pas possible. C'est trop de temps. Les ressources humaines, les ressources financières aussi pour créer toutes ces infrastructures-là. Donc, on a travaillé très fort. Puis, on a réussi à se dégoter une serre qui appartient à un autre organisme de Québec, mais qui ne l'utilisait pas. Donc, en
assurant la Ville de Québec que c'était une structure qui pouvait être déplacée, on a pu mettre sur place une serre qui est pour nous un extrême avantage parce que je ne vous le cacherai pas que des tomates dans des bacs extérieurs, je n'ai jamais récolté de tomates rouges parce qu'elles se faisaient prendre à tout coup. Donc, ça nous permet de faire une production de solanacées vraiment impressionnante. Donc, on a les aubergines, les poivrons, les piments forts, on a des concombres, c'est des cucurbitacées, ainsi que les tomates. Puis, ça fait vraiment un bel espace d'enseignement aussi pour les bénévoles qui sont impliqués avec nous. Donc, on a construit ça en 2022. Puis ça, c'était pour vous donner une petite image du avant-après. Donc, c'est ça, on a 48 bacs en culture, on a une serre de 25 par 50 pieds, on a un conteneur pour le matériel, c'est pas l'idéal, mais c'est ce qu'on a. On a une salle de lavage, une chambre froide, on a des compostières, on a des prés fleuris d'hiver. Ça, c'est aussi issu d'une entente avec la ville parce que où vous voyez sur l'image de 2021, il y a comme des sections qui sont délimitées. C'était supposé d'être tout du gazon. On a réussi à négocier l'implantation de prés fleuris pour diverses raisons là, de biodiversité, éducation, pour changer aussi le décor. On a une ruche. Puis, tu sais, c'est pas fini. Là, je vous parle aujourd'hui avec ma vision de ce matin, mais on a toujours des nouveaux projets en boîte. Pourquoi pas des micro-forêts, pourquoi pas des haies brise-vent peut-être, à voir comment ça va se construire au niveau des années. Donc voilà, ma présentation est claire, mais je pourrais répondre à toutes vos questions après. Bon coup et défi. Ça, je pense que c'est la partie la plus importante pour ma part. Le bon coup, c'est vraiment la revitalisation d'un site. Comme vous l'avez vu rapidement, c'était un endroit qui était complètement bétonné. Puis on ne rentrera pas aujourd'hui dans tous les effets écosystémiques là, de l'agriculture urbaine, mais je pense que par la revitalisation de ce site-là, on coche beaucoup de bonnes cases. Ne serait-ce qu'au niveau esthétique pour les yeux, ça fait vraiment du bien d'avoir cet îlot de verdure-là en ville. Au niveau de la cohésion sociale, ça, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Si vous avez un projet en tête, impliquer les gens, impliquer les organismes. Moi, ça a été ma plus grande surprise. Je ne vous cacherai pas qu'au départ, vu que j'ai étudié en agriculture, moi, je me voyais vraiment, tu sais, OK, on produit, puis on montre que, tu sais, l'agriculture urbaine, on peut sortir plein de légumes, puis du tonnage, puis tout ça. Mais d'être là avec 6 bénévoles qui ont toutes sortes d'âges, qui viennent de toutes sortes de milieux, mélangés avec un organisme qui aide des gens en santé mentale, qu'on mélange tous ces gens-là, qu'on les fait travailler ensemble, les liens qui se créent, puis l'impact qu'on a réellement sur la vie de ces gens-là, je suis prête à le dire, c'est quand même assez, moi, ça m'a ému. Je trouve ça vraiment bien. Puis je pense que c'est une des belles caractéristiques de l'agriculture urbaine. Après ça, ben, production locale, ben, vous l'aurez compris qu'on est en plein milieu du centre-ville, donc c'est super intéressant. Les bénéfices écosystémiques, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Après ça, le rayonnement, je vous dirais que ça, c'est un bon coup et un défi parce que pour les gens qui connaissent bien l'agriculture urbaine et qui connaissent les urbainculteurs, savent que la ferme urbaine existe. Mais encore aujourd'hui, à toutes les semaines, quand je me présente pour le travail ou dans des occasions sociales personnelles, il y a énormément de gens qui ne connaissent pas encore ce projet, même après 4 ans. Donc, ça aussi, si j'avais un pas de recul à avoir, la façon dont on présente la ferme et on la diffuse auprès de la population, c'est une réflexion que j'aurais aimé avoir en amont. Je réalise aujourd'hui que de peut-être préparer la population à ça aurait fait qu'aujourd'hui, on aurait plus d'impact encore auprès des gens. L'impermanence, bien ça, je l'ai dit, puis je pense que n'importe quel projet en agriculture urbaine doit jongler et être à l'aise avec ce type de choses-là. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce projet-là, mais à toutes les saisons, à toutes les années, je sais que c'est peut-être la dernière, finalement.
C'est sûr qu'on a une belle relation avec la Ville de Québec, puis j'ai l'impression que ça va se perpétuer dans le temps, mais pour nous, il n'y a rien d'acquis. Donc, on essaie de tirer le meilleur profit qu'on peut pendant qu'on a ce lieu-là. Donc, demandez-moi pas où on va déménager, si on a déménagé, je ne le sais pas. Après ça, défi, vol et vandalisme, ça, c'est la chose sur laquelle je dois personnellement le plus travailler. La photo que je vous ai mise, ça, c'est quelque chose d'assez courant. Ça s'est passé il y a 2 semaines. On est arrivé un matin, puis quelqu'un avait ouvert la serre et était rentré, avait un petit peu fait des activités là, dans les plans. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a au quotidien. Puis, je pense qu'il y a un énorme travail de détachement à faire à ce niveau-là pour le vandalisme. Ce que je trouve le plus difficile, c'est que je dois justifier ces actes-là auprès des gens qui s'impliquent, des bénévoles. Ils me demandent pourquoi les gens font ça, pourquoi ils nous volent, pourquoi ils font du saccage sur notre belle ferme. Fait que ça, c'est pour moi personnellement un grand défi de les rassurer. Puis, tu sais, on est dans un endroit public, donc la seule chose qu'on a, c'est un petit cordage autour des bacs pour faire une barrière psychologique, mais on n'est pas là tous les jours, on n'est pas là la nuit non plus. Puis, globalement, je pense que les gens respectent beaucoup le lieu, mais ça fait partie ça fait partie du lot, je pense. Ensuite, mise en marché, mon plus grand défi aussi. Quand on a commencé la ferme urbaine, on était parti sur une idée de mise en marché auprès d'organismes en sécurité alimentaire. On avait créé un questionnaire qu'on avait envoyé à plus de 60 organismes en sécurité alimentaire de la Ville de Québec pour leur demander s'ils étaient prêts et voulaient acheter les légumes de la ferme urbaine à des prix très bas, des prix qui accoteraient en fait un peu ce qu'ils peuvent retrouver chez les grossistes ou les fournisseurs en général. À cette époque, on avait eu une super belle réponse des organismes, ce qui avait fait en sorte qu'on était allé de l'avant. Mais là, boum, pandémie, vous comprenez que ça a changé énormément de choses. Donc, quand on a mis sur place concrètement cette type de mise en marché-là, il y avait énormément de choses qui avaient changé dans les organismes, ce qui fait en sorte que cette façon de fonctionner-là n'a pas porté fruit comme on aurait voulu. Donc, depuis ce temps-là, on jongle avec différentes possibilités. Puis même encore aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de challengeant. Notre mise en marché passe par un kiosque. Donc, tous les samedis matins, durant l'été, on a un kiosque où on fait une vente directe. On a fait quelques ventes auprès de restaurants qui se trouvent autour de la ferme. On a même fait un partenariat avec une microbrasserie pour laquelle on a produit des herbes aromatiques, du thym citron, de la verveine citron, qu'ils nous ont acheté. Puis là, ils vont faire une bière et sur chaque bière vendue, on va avoir un petit montant d'argent qui nous est redonné. Donc, on navigue encore là-dedans beaucoup. On a fait l'essai de panier solidaire cette année, puis ça va très bien fonctionner. Fait que pour ma part, c'est une des voies peut-être qui serait possible pour l'année 2024, mais c'est pas facile. On donne énormément de légumes à un réseau de marchés solidaires qui se situe dans la basse ville de Québec. Fait que ça, c'est sûr qu'il n'y a pas une transaction monétaire qui est liée à ça, mais c'est vraiment notre façon concrète de redonner des aliments à notre communauté. Puis, c'est ça. Les défis, c'est le financement. C'est sûr qu'en étant un OBNL, les urbainculteurs, il y a une partie des surplus qui sont reversés, dans le fond, que les urbainculteurs financent eux-mêmes une partie de la ferme urbaine. On applique sur différentes subventions aussi pour faire nos frais. Il y a la vente, puis certaines activités qui ont lieu sur place qui nous permettent de tirer un certain profit. Puis, on a la chance aussi d'avoir une entente avec la Ville de Québec puisque nous sommes sur ces territoires. Donc,
Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses? Non. Je voulais faire ce cours pour vous laisser poser des questions. Donc, je sais que c'était quand même rapide et expéditif, mais je voulais juste vous donner un portrait général. Mais si vous voulez approfondir là, certaines thématiques plus en profondeur, là, ça me fait plaisir.